Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous dire que j'ai malheureusement fait un test. Oui, malheureusement, j'ai fait un test avec un objectif tout nouveau, tout beau pour mon appareil photo, qui est un objectif 100% manuel, et je me suis un peu foiré sur la mise au point. Donc voilà, désolé, il y aura une partie des images qui seront un petit peu floues. Voilà. Salut et bienvenue dans cet épisode hors série. Cette vidéo a pour but de sensibiliser aux bonnes pratiques en termes de réparation ou de personnalisation automobile, pas de dénoncer ou de stigmatiser. Pour avoir une opinion objective et surtout le point de vue de plusieurs experts dans le domaine, j'ai décidé de m'entourer de personnes travaillant sur le sujet au quotidien. Pour ceux qui ne sont intéressés que par un seul sujet, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Avant de commencer, je voulais vous présenter les personnes qui m'ont aidé à écrire le script de cette vidéo. Ils interviendront tout au long de l'émission pour nous éclairer sur les choses à faire et à ne pas faire. Tout d'abord Thierry Maug, professeur au lycée Alphonse Heinrich Xavier Nessel de Haguenau. Avant d'être professeur, Thierry a été mécanicien puis technicien expert chez Opel Haguenau et a créé ensuite son propre garage de réparation. Dans ce cadre, il a également été prestataire de diagnostic auprès des multiples garages du nord de l'Alsace. J'ai connu Thierry chez Opel, où nous travaillions ensemble, et il a pris part à plusieurs réparations délicates sur mon ancienne Corvette. Salut Thierry, merci d'avoir accepté de me recevoir. C'était un plaisir, tu es toujours le bienvenu. Avant de parler des différents sujets en particulier, quels conseils pourrais-tu donner à une personne qui désire se lancer dans une réparation ou une personnalisation de sa voiture ? Ne pas hésiter à prendre conseil. Si on ne se sent pas capable de le faire, ne pas s'inventer réparateur ou ne pas s'inventer carrossier ou tout autre, et prendre conseil effectivement avec des professionnels. Merci Thierry, on se retrouve tout à l'heure. En second intervenant, je suis très content d'avoir un expert automobile, Rodolphe Boulagnon. Salut Rodolphe, un grand merci d'avoir accepté de partager ton savoir et ton expérience. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Juste pour poser les bases, peux-tu me dire quelles sont les fonctions d'un expert automobile ? La fonction d'un expert automobile est assez complexe. Donc l'expert en automobile, dans un premier temps, c'est un technicien qui, la plupart du temps, est missionné par des assureurs, mais qui peut aussi très bien être missionné par des particuliers, par exemple en cas de litige, pour des responsabilités civiles professionnelles ou des responsabilités civiles, des protections juridiques. On peut aussi avoir besoin de nous pour tout ce qui est fixation de valeur sur les véhicules anciens, donc qu'on pratique énormément en ce moment avec la mode des oldtimers, et principalement pour de la collision, donc les véhicules accidentés dans les garages ou chez le particulier. Merci Rodolphe pour ces informations, et comme tu viens de parler d'assurance, je pense que la présence d'un assureur s'impose. Je vous présente donc Thomas Lévy, ami de très longue date, mais aussi l'assureur du Choucroute Garage. Salut Thomas et merci de nous accueillir dans ton agence Aviva de Strasbourg. Bienvenue chez moi, dans mon agence. Tu sais très bien que ça fait un moment qu'on se connaît, que je te reçois avec plaisir et je suis à même de pouvoir, j'espère, répondre correctement à toutes tes questions. Même si tu n'interviens pas sur les détails techniques des sinistres, je voulais ton éclairage sur les procédures et les risques qu'encourent les personnes en effectuant une réparation ou une personnalisation sur leur voiture. Il y a, à mon avis, deux notions. La notion de modification, pas forcément aérodynamique, mais avoir des éléments un peu décoratifs. Je pense notamment à un petit béquet qu'on pourrait rajouter pour donner un style performance à sa Model 3 lorsque ce n'est qu'une long range ou une SR+. En revanche, ça, ce sont donc des petites choses qui sont pas importantes. Et après, il y a la notion aussi de modification au niveau du moteur. Là, c'est pour moi nettement différent. Les accessoires qu'on rajoute sur un véhicule esthétique doivent figurer aux conditions particulières, c'est-à-dire le contrat. Et ce sont généralement des options qui existent chez quasiment, je pense chez tous les assureurs, et qui permettent justement de pouvoir augmenter ce capital en cas d'indemnisation si on est par exemple sur une destruction totale du véhicule, pouvoir avoir, puisqu'il n'y a pas de... Il y a un grand principe en assurance aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'enrichissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être plus riche à l'issue d'un sinistre qu'on l'est avant. En revanche,
si le véhicule a des accessoires, si ces accessoires sont compris dans le contrat d'assurance, c'est-à-dire dans les conditions particulières, à ce moment-là, ça permet à l'assureur de pouvoir indemniser son client si effectivement ces accessoires ont été mentionnés au contrat. Voilà. On voit bien que rien n'est fait au hasard en termes d'assurance. Donc Thomas, dans quelle mesure une réparation mal faite ou une personnalisation mal faite peut-elle influer sur la prise en charge de l'assurance ? En assurance automobile, je rappelle que c'est une obligation en France, hein, il y a quelques assurances comme ça obligatoires, et que notamment l'assurance voiture c'est une obligation. Pourquoi ? Parce qu'il faut que chaque conducteur de véhicule ou chaque titulaire de carte grise puisse assurer son véhicule en responsabilité civile. On s'en fiche de savoir si le véhicule est assuré en tout risque ou pas, ça c'est propre à chacun. En revanche, la responsabilité civile, c'est tous les dommages causés à un tiers dans le cadre de la conduite, et c'est pourquoi si on provoque un accident, en fait l'assureur de celui qui a causé l'accident paye pour les autres, y compris pour celui qui a causé l'accident s'il est assuré en tout risque. En revanche, tout ce qui est modification sur le véhicule, à mon avis, il peut y avoir jusqu'à des chances de garantie, c'est-à-dire qu'on n'assurerait même pas. Et il existe aujourd'hui en plus un fichier des véhicules assurés que chaque assureur doit fournir à un organisme, ce qu'on appelle donc le FVA, le fichier des véhicules assurés, et qui répertorie, puisqu'on s'est rendu compte quand même entre le nombre d'établissements de carte grise et le nombre d'assurances, il y avait, de mémoire, les chiffres ne sont pas forcément exacts, mais il y avait entre 20 et 30 000 cartes grises qui existaient, mais dont l'assurance n'existait pas. Après, il faut savoir que soit les réparations sont faites par soi-même, soit ça peut être le garagiste qui a mal fait la réparation, un cas classique, hein. On a un stagiaire qui travaille au fin fond du garage en mécanique et qui oublie de remettre le bouchon du carter après avoir fait la vidange. Ouais. Ça veut dire qu'on peut rouler pendant 20, 30, 50 km sans s'apercevoir de rien, sauf que c'est comme une cocotte minute, si on l'a laissée ouverte, tout s'en va. Et on peut faire un serrage du moteur, ce qui fait que là, en revanche, c'est la responsabilité civile professionnelle du garage qui est mise en cause. Voilà, maintenant que les généralités sont posées, il est temps de passer aux réparations ou personnalisations que j'ai choisies pour cette vidéo. Presque tous les automobilistes ont un jour expérimenté la crevaison. Se retrouver à côté de son auto affalé sur son pneu ou simplement se rendre compte d'une anomalie sur la route est l'un des dangers qu'il ne faut pas minimiser. Le pneumatique assure l'adhérence et la sécurité de votre conduite. Et une crevaison doit être traitée avec la plus grande prudence. Pourtant, un pneu crevé n'est pas forcément perdu. Il est bien souvent réparable et les petits malins vous diront qu'une mèche à 3 francs 6 sous fera bien l'affaire pour combler le trou. C'est moins cher, c'est plus rapide que de démonter le pneu pour y apposer un champignon. J'ai fait des recherches mais je n'ai pu trouver de texte spécifique interdisant ce type de réparation. En revanche, elle est fortement déconseillée par les manufacturiers de pneumatiques qui ne garantissent alors plus l'intégrité de leurs produits. Voyons le point de vue des professionnels. Thierry, que penses-tu des réparations avec une mèche ? Alors la réparation par mèche, pour moi, c'est avant tout une réparation de secours. Pourquoi ? Parce que quand on a une crevaison, on est au bord de la route, on est à des endroits parfois pas toujours évidents, une mèche va permettre de réparer un pneu momentanément. Tout simplement parce que c'est très facile à mettre en œuvre, on peut faire ça un peu n'importe où, on retire l'élément qui est planté dans le pneu, on insère la mèche, on la retire et on se retrouve effectivement avec un pneu à nouveau gonflable et qu'on peut rouler. Par contre, on n'a aucune idée de ce qu'il s'est passé à l'intérieur de ce pneu. Alors pourquoi à l'intérieur ? Tout simplement parce que l'enveloppe du pneu est composée de plusieurs choses, dont à l'intérieur ce qu'on appelle le calendrage. Ce calendrage, c'est une partie de caoutchouc qui est à l'intérieur du pneu, qui prend la place finalement des chambres à air. C'est la partie étanche. Malheureusement, quand on a roulé à plat et qu'on répare au bord de la route, on ne sait pas depuis combien de temps le pneu est en manque de pression. Qui dit manque de pression dit forcément que le flanc sur les côtés a travaillé, ce qui a augmenté la température de ce même flanc, ce qui fait que ce calendrage a pu se déliter à l'intérieur et donc se transformer en une poudre, une espèce de poudre noire qu'on retrouvera à l'intérieur du pneu. Ce qui pour moi nécessite forcément un démontage. Ce qui fait que cette mèche qu'on aura insérée, on aura de toute façon besoin de faire vérifier l'intérieur du pneumatique pour être sûr que ce calendrage n'ait pas été abîmé. À ce moment-là, on peut en profiter pour réparer ce pneu de manière, on va dire,
correcte, qui est ce qu'on appelle nous dans le jargon un champignon, qui est une partie en caoutchouc qui va se coller, se vulcaniser à l'intérieur du pneu et qui, elle, par contre, donnera lieu à une réparation beaucoup plus durable et beaucoup plus sécuritaire. Voyons ce qu'en pense notre expert. Alors, en termes d'assurance, la réparation par mèche n'est absolument pas interdite. Par contre, techniquement, elle est fortement proscrite. Ça reste quelque chose de temporaire qui peut même être dangereux si vous roulez avec une mèche à long terme. Okay. Donc, risque d'éclatement du pneumatique, une mèche qui s'en va, vous allez dégonfler et peut-être perdre le contrôle de votre véhicule, on ne sait pas. On peut imaginer les pires hypothèses. En conclusion, une mèche peut vous sortir d'un mauvais pas, mais cela devrait rester une solution de dernier recours et surtout temporaire. Lorsque je vous parle de temporaire, c'est jusqu'à l'ouverture du prochain marchand de pneus, afin de faire inspecter et correctement réparer le pneumatique. Pas jusqu'à ce qu'on y pense plusieurs mois, plusieurs années après, voire après un accident. La circulation en ville n'est jamais facile et souvent l'ennemi ultime et fourbe de nos jantes, ce sont les bordures de trottoir. Invisibles depuis le poste de conduite, ces blocs de béton ou de pierre viennent lacérer les bords de nos jantes. Certains manufacturiers de pneumatiques ont même créé des bourrelets pour protéger les jantes de ces viles attaques. Comme pour les pneumatiques, la jante n'en est pas pour autant perdue. Elle est parfois réparable, mais dans des conditions bien particulières et avec des outils et produits spécifiques. Si la rayure est peu profonde, un simple ponçage et un coup de peinture masqueront la griffe de manière quasiment invisible. Les professionnels que je connais peuvent faire cela pour quelques dizaines d'euros. Si la griffe est plus profonde, il faut alors être très prudent. Qui dit coup dit fissure ou déformation possible. C'est là que certains font des tutos de réparation au mastic de carrossier. Cela ne coûte certes pas très cher et semble faire le job, mais voyons l'avis de nos professionnels. Alors, le mastic de carrosserie est effectivement un mastic qui réagit, c'est-à-dire qui durcit. Par contre, ce durcissement, il est généré par une réaction chimique. Cette réaction chimique, elle est prévue sur un certain support. Je prends tout simplement l'exemple. Le support classique d'un mastic de carrosserie, c'est de l'acier, c'est de la tôle. Alors que notre jante, on l'a dit en aluminium, mais finalement c'est un alliage d'aluminium. Donc l'aluminium n'est pas le seul composant de cette jante. Et donc on comprendra assez aisément qu'un mastic qui est prévu pour sa réaction chimique sur de la tôle, sur du métal, sur de l'acier, n'est pas forcément prévu pour faire exactement la même chose sur de l'aluminium. Sans compter qu'effectivement cette réaction chimique risque d'altérer ce même aluminium, donc de ne pas adhérer correctement, voire même effectivement de fragiliser cet aluminium sur on va dire dans une certaine zone autour. Alors il existe bien sûr des mastics qui sont dédiés à la réparation de jantes alu. Pour moi, il faut faire le distinguo entre qu'est-ce qu'une jante rayée ou qu'est-ce qu'une jante abîmée. Alors évidemment, une rayure d'une jante, on va parler de quelque chose de très peu profond, on va parler de quelques dixièmes de millimètre, peut-être d'un millimètre, qui nécessite un remplissage tout simple de cette rayure. Par contre, une jante abîmée, c'est-à-dire un gros coup de trottoir, il manque un petit bout, un bout est cassé, à ce moment-là, on ne peut pas reconstruire la jante avec ça. Pour ça, il faut aller vers des professionnels parce que des coups pareils sur des jantes donnent souvent lieu à une déformation de cette même jante. Et comme on le sait, l'aluminium se déforme d'abord dans un sens et plus jamais dans l'autre. C'est-à-dire qu'on revient dans l'autre sens, l'aluminium casse. Ce qui montre bien qu'on a généré des fissures internes, qu'on a généré une fragilisation et que pour revenir à un état originel, il n'y a qu'une seule possibilité. De un, il faut monter en température, donc il y a une notion de température pour remettre en place. Ensuite, il n'y a que la radiographie de cette jante qui pourra faire voir l'intérieur pour vérifier si effectivement il y a micro-fissure ou pas. Et c'est le seul moyen de s'assurer que cette jante ensuite soit sécuritaire. Sans compter le fait qu'utiliser un mastic qui n'est pas prévu risque de ne pas adhérer. Je prends souvent l'exemple d'une masse d'équilibrage. Vous prenez une masse d'équilibrage, souvent les gens en ont déjà perdu. Bizarrement, la jante ou le véhicule se remet à vibrer un petit peu. Parce que quand la roue tourne, aux vitesses où elle tourne, on crée une grosse énergie cinétique et cette énergie cinétique a tendance à vouloir plutôt détacher les choses qu'à les raccrocher. Si on part du principe que ce mastic n'a pas correctement adhéré et qu'on a remis un morceau, à ce moment-là, on peut perdre ce morceau. Et donc le perdre, il ira forcément quelque part et ce quelque part, on ne sait pas où ça va. Donc c'est dangereux. Pas pour nous, certes, mais éventuellement pour les gens autour. Donc une réparation au mastic de carrosserie est de toute façon complètement proscrite. Une réparation au mastic prévue pour les jantes, pour moi, c'est du remplissage de rayures, donc une rayure peu profonde.
toute autre opération sera forcément faite par un professionnel qui aura les moyens de radiographier pour assurer la sécurité de ce morceau de jante qu'il aura réparé ou réaligné. Et toi, Rodolphe, qu'en penses-tu? Alors la réparation au mastic sur les jantes en alu, d'accord. Par contre, on a des contraintes. Il faut un mastic bien spécifique. Il faut que la jante ne soit pas trop impactée, donc uniquement des rayures, quelque chose qui reste superficiel, qui ne risque pas par la suite de créer un décollement au niveau de l'aluminium de la jante. Si vous voulez réparer une jante en aluminium, de préférence, dirigez-vous vers un professionnel. On a maintenant des gens qui sont très compétents avec de l'outillage, qui peuvent vous réparer des jantes en aluminium et vous dire si la réparation est faisable ou non. Donc clairement, à moins d'être un très bon bricoleur et de savoir parfaitement ce que vous faites, un conseil, évitez de réparer vos jantes vous-même. Et surtout pas avec du mastic de carrosserie. Vous mettez en danger votre sécurité et celle des autres. On reste encore une fois dans les roues, mais cette fois sous l'angle de la personnalisation. Notre pays est un joyeux foutoir en ce qui concerne les lois et règlements sur la personnalisation automobile. Mais ceci n'est pas forcément un souci. Contrairement à certains pays extrêmement procéduriers comme la Suisse par exemple, la France a adopté une approche plus large dans le domaine. D'une manière générale, on peut personnaliser son auto dans la mesure où on ne change pas les caractéristiques du véhicule. Et ceci est vrai pour les roues. Thierry, quelles sont les choses qu'on a le droit de faire en termes de changement de dimension de roue? Alors pour les changements de dimension de roue, finalement, c'est très simple. Le véhicule a au départ été homologué avec une certaine dimension de roue. Cette dimension de roue, elle a quelque chose de particulier, c'est que le diamètre total de la roue est mesuré au départ et la voiture est finalement programmée avec ce diamètre de roue. Donc quoi qu'on fasse, on aura toujours l'obligation de respecter le diamètre total de cette roue. Donc le diamètre d'origine a un certain diamètre. Si je change mon pneumatique ou ma roue, il faudra qu'elle ait toujours encore le même diamètre. Alors pour éventuellement supprimer quelques amalgames qui sont régulièrement faits, quand on parle d'une dimension de pneu, on a donc la largeur de la bande de roulement et la hauteur du flanc. Deux mesures sont prises, c'est-à-dire la largeur du pneu s'exprime en millimètres, alors que la hauteur du pneu, ce ne sont absolument pas des millimètres, c'est un rapport, c'est-à-dire que c'est un calcul, un peu de mathématiques, qui est la résultante de la section du pneu divisée par sa hauteur, et donc ça donnera un rapport. Donc il sera aisément compréhensible que si on a un pneu en hauteur de 50 et un pneu en hauteur de 45, on ne parle pas en millimètres. Alors pourquoi j'ai besoin de ce diamètre total de la roue ? Premièrement, parce que le compteur est étalonné sur ce diamètre de roue. Donc si je change le diamètre, je risque de ne plus avoir un affichage correct au niveau de mon tableau de bord. Donc les constructeurs sont obligés d'avoir une marge maximale de 5% entre la vitesse réelle du véhicule et ce qui est affiché au compteur. Si on part du principe qu'on modifie le diamètre de la roue, on peut dépasser ces 5% et donc du coup, forcément, c'est quand même très désagréable d'avoir une vitesse réelle du véhicule qui ne concorde pas avec ce qu'on a sur l'écran ou sur le compteur. On rajoute à ça que ces diamètres de roue sont utilisés pour l'ABS, pour l'ESP, parce que ces systèmes-là travaillent avec des vitesses de roue. Donc si vous avez des diamètres qui ne sont pas respectés, vous avez forcément les vitesses de roue qui ne seront pas les mêmes. Donc une roue plus petite tournera plus vite qu'une roue plus grande. Et ces systèmes-là peuvent ne pas comprendre et donc ne pas fonctionner correctement jusqu'à l'allumage d'un voyant de défaut, ce que j'ai déjà rencontré, parce qu'effectivement les diamètres de roue étaient trop différents entre l'avant et l'arrière, la gauche ou la droite ou tout autre problème. Donc on voit que ce diamètre de roue, c'est plusieurs facteurs. Donc le premier facteur, c'est clairement une histoire de compteur. Le deuxième facteur, c'est une question d'électronique de bord, donc de système de sécurité du véhicule. Et à nouveau, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, de l'homologation. Le véhicule a été homologué avec une taille de pneu, avec une dimension de roue. Cette dimension de roue doit toujours être respectée. Alors, on est limité par deux choses. Donc, la première, c'est la largeur de la carrosserie. Donc, un pneu, une roue, n'a pas le droit de dépasser du bord de l'aile ou du passage de roue, peu importe. Alors, certains me diront, bah oui, mais je peux mettre plus large parce que je peux changer le T de ma jante et prendre un déport différent qui me permettra finalement de rentrer ma jante dans le passage de roue. C'est vrai, mais au bout d'un moment, on sera limité soit à l'arrière par le passage de roue, parce qu'on ira frotter, à l'avant par le pied de l'amortisseur, qui lui aussi à un moment sera une barrière, et donc on ne pourra pas non plus frotter à cet endroit-là. Donc on voit qu'on est clairement limité à deux aspects, l'aspect châssis à l'intérieur, et puis l'aspect réglementaire, parce qu'une roue n'a pas le droit de dépasser de l'aile, tout simplement. Rodolphe, qu'est-ce qu'on risque à ne pas respecter les bonnes dimensions ou équivalences de pneus ?
Premièrement, si vous ne respectez pas les bonnes dimensions qui sont généralement conseillées par le constructeur, hein, vous risquez un désagrément au niveau de la conduite, hein, donc un véhicule qui n'aura pas les mêmes, vous n'aurez pas les mêmes ressentis, hein, il ne se comportera pas de la même façon. Deuxièmement, vous risquez aussi de fausser votre compteur de vitesse, hein, donc attention les PV. Dans un sens ou dans l'autre. Hein, Exactement. Et troisièmement, vous risquez de vous faire refuser le véhicule au contrôle technique. De plus, nous, dès qu'on intervient dans le cadre d'une expertise sur votre véhicule, hein, et qu'on notifie une taille de pneu qui n'est pas conforme à celle qui devrait être mise sur le véhicule, on va en informer votre assureur, hein, et on risque, entre guillemets, hein, je dis bien, une déchéance de garantie. Donc votre dommage pourra ne pas être couvert par votre assureur. Hein. Bien se renseigner et faire les choses dans les règles de l'art permet de personnaliser son auto tout en gardant le bénéfice de son assurance et la légalité de son véhicule. Ceci est valable pour toutes les personnalisations comme le rabaissement de caisse, la pose de pièces de kit de carrosserie ou même simplement un changement de vos ampoules de phare par des ampoules différentes. Utiliser du matériel ou des kits homologués et adaptés au véhicule est souvent un grand pas vers des travaux de qualité sans souci. Reste une personnalisation que j'appellerais même une modification, qui a très fortement la cote depuis l'apparition de l'informatique dans nos voitures. La reprogrammation moteur est un cas à part dans le monde de la personnalisation, car elle s'apparente aux réglages qu'on fait sur l'allumage ou les carburateurs de nos anciennes autos, sans électronique. Il faut toutefois vérifier la légalité, la pertinence d'une telle opération, ainsi que les conséquences que cela pourrait avoir pour la suite. Si certains veulent faire reprogrammer leur auto, c'est pour plus de performance souvent, et parfois pour faire des économies de carburant. Si certains vous présentent les reprogrammations comme une simple optimisation, voyons quel est le point de vue de nos conseils. Thierry, quelle est ton opinion sur le sujet ? Alors là, mon opinion est très tranchée, hein. Une reprogrammation va forcément toujours impacter la cartographie d'origine du véhicule. Cette cartographie a été créée par le constructeur afin, à un moment ou à un autre, de passer à une norme de pollution surtout. Toute modification de cette cartographie générera forcément une modification sur la combustion. Qui dit modifier la combustion, dit forcément modifier ce qui va ressortir de cette combustion, c'est-à-dire les gaz d'échappement, donc en partie la pollution de ce véhicule. À ce moment-là, on pourra aisément comprendre qu'une reprogrammation au départ fait sortir le véhicule du cadre de son homologation. Si on part du principe qu'on a augmentation de puissance ou augmentation de couple, je pense que mon collègue assureur rebondira sur ce que je dis là, c'est qu'un assureur assure un véhicule, c'est marqué sur votre carte grise, de 70, 80, 100 kW, peu importe. À partir du moment où cette reprogrammation génère une augmentation de puissance ou de couple, vous allez au-delà de ce qui est marqué sur votre carte grise, donc de ce que vous avez signé comme contrat avec votre assureur. À ce moment, votre assureur ne peut ne plus être d'accord pour assurer ce véhicule. Rajoutons à ça que certains amalgames sont faits, par exemple, avec l'éthanol. Alors l'éthanol, ces reprogrammations-là sont homologuées aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'éthanol contient moins d'énergie au litre que contiendrait de l'essence. Ce qui fait que si vous voulez rouler à l'éthanol, il va falloir changer la richesse. Il va donc augmenter la richesse quand on passe à l'éthanol. Mais cette richesse ne va augmenter seulement va augmenter d'une certaine part pour revenir à l'état initial, c'est-à-dire le moteur fonctionnera exactement de la même manière que si on émettait de l'essence. Donc ce qui fait que ça ne change rien par rapport à l'homologation de ce véhicule ou aux polluants principaux qui vont sortir de cet échappement. Une reprogrammation éthanol sera indiquée sur la carte grise parce que tout simplement on modifie donc le carburant de ce véhicule. Donc tout véhicule, comme sur les cartes grises, vous avez soit du gasoil, soit de l'essence, soit un bicarburation, le GPL, qui est un très bon exemple. Et quand on passe à l'éthanol, on a également la possibilité de rouler avec deux carburants différents. Donc, oui, ça doit être stipulé sur la carte grise. Et pour toi, Rodolphe, quelles sont les conséquences en cas d'expertise si tu découvres une telle reprogrammation ? On en revient au même principe que la taille des pneumatiques. Hein. C'est un véhicule qui n'est pas conforme au certificat d'immatriculation. Donc là aussi, on risque, premièrement, la maîtrise de son véhicule sera différente. Et deuxièmement, en cas de sinistre, vous risquez une déchéance de garantie et ne pas être couvert lors de cet événement. Thomas,
quelle est ta position par rapport à une reprogrammation moteur? Il existe une carte grise pour les véhicules. Ces véhicules, en fait, doivent avoir exactement les caractéristiques moteurs qui figurent sur la carte grise. Donc si on fait évoluer le moteur, on n'est plus en phase par rapport à l'assurance, tout simplement, puisque si je prends un véhicule thermique, sur lequel on peut rajouter des petits boîtiers qui permettent d'augmenter la puissance du véhicule, on n'est plus du tout à ce moment-là en phase par rapport à l'assurance en tant que telle, puisque la puissance est supérieure. Ça veut donc dire que est-ce que le véhicule est encore aux normes, quid de la norme par rapport au constructeur, et de surcroît la garantie acquise pour ce véhicule peut être mise à mal, et ça peut aller jusqu'à la déchéance de garantie. Je ne peux pas, moi, cautionner en tant qu'assureur quelqu'un qui a fait passer son véhicule de 100 chevaux à 250 chevaux. Voilà, je pense que la cause est entendue. Une reprogrammation, quelle qu'elle soit, est donc une modification substantielle des caractéristiques de la voiture. Elle expose à de sérieux ennuis, dont la déchéance de garantie. Après, chacun fait ce qu'il veut en connaissance de cause. Il y aurait de multiples sujets sur lesquels débattre et se poser des questions en ce qui concerne la réparation ou la personnalisation automobile. Pourtant, tout se résume à cela. Quels sont les risques et pour quels gains? Doit-on prendre le risque pour sa vie afin d'économiser 25 ou 30 € de réparation de pneus? Sommes-nous prêts à perdre notre couverture d'assurance pour une reprogrammation moteur ou un look hors du commun? Je pense au contraire que rester responsable et se renseigner avant de faire et de partager une astuce est aussi important dans le domaine automobile que dans celui de la santé, des régimes ou tout autre sujet. Dans tous les cas, on peut risquer sa propre vie et cela nous regarde. Mais lorsqu'il s'agit de la vie des autres qu'on va mettre en danger par nos actions, il s'agit de prendre ses responsabilités. Un grand merci à nos intervenants, en espérant vous avoir apporté un éclairage positif sur le sujet. Thierry, un petit mot pour la fin ? Alors, un petit mot de la fin, oui. Alors Didier, je suis très content aujourd'hui que tu viennes me voir. Ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés, mais c'était très longtemps qu'on ne s'est pas finalement vu en face à face. Donc, je suis vraiment content qu'on puisse se voir et discuter aujourd'hui. Je reste un grand fan, hein, bien sûr, du choucroute de garage. Et j'aimerais simplement passer un petit coucou parce que j'ai 2 enfants à la maison qui sont également grands fans. Donc, Alban qui a 11 ans et Quentin qui a 6 ans, qui regardent toutes les vidéos du choucroute de garage avec moi. Donc, j'aimerais simplement les saluer à travers cette vidéo et te remercier encore de ton passage. Rodolphe ? Alors je voudrais remercier The Choucroute Garage de m'avoir invité. C'est un plaisir de travailler avec toi. C'est un plaisir de t'avoir accueilli. Ça me fait fortement plaisir de partager mes connaissances. Et surtout, un petit conseil, faites attention à vous. Ne faites pas n'importe quoi. On a des professionnels dans chaque domaine, surtout dans l'automobile. Ne jouez pas avec vos vies. Et renseignez-vous avant de faire quelque chose sur votre véhicule. Et enfin, Thomas. Bah écoute, je suis aujourd'hui tellement content de conduire une voiture 100% électrique, et je pense qu'au départ c'était à cause de toi, mais je pense que c'est grâce à toi, parce que je pense que je pense pas revenir sur du thermique du tout, puisque c'est un vrai confort, et puis on est projeté dans le futur tout de suite, et voilà. Donc un grand merci à toi pour ce que tu fais. Je te suis sur YouTube, et j'ai hâte de voir ce que donne cette vidéo, sachant que en plus c'est une grande première. C'est toujours détestable d'entendre sa propre voix, mais c'est comme ça. Voilà. Ok, merci Thomas, à bientôt. Je t'en prie, à bientôt. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Long Range. Portez-vous bien. Ciao.